Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule et unique émission de la planète entièrement consacrée à l'environnement, de la planète mahoraise évidemment, entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection. Aujourd'hui, on va parler, tenez-vous bien, de la forêt mahoraise. Alors on entend souvent parler de la forêt primaire. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. C'est quoi la forêt primaire ? La forêt primaire, c'est une forêt qui n'a pas encore subi les pressions de l'homme et celle de Mayotte est rare et belle. Elle contient des essences uniques dans le monde. Pour autant, la surface globale de la forêt de Mayotte se réduit et ça commence à poser des problèmes pour la gestion des eaux, la stabilisation des sols et d'autres aspects qu'on verra dans cette émission. Oui, on va en voir tout un tas d'aspects dans cette émission et notamment des opérations de contrôle et de lutte contre la déforestation qui sont engagées régulièrement. On va découvrir tout ça, tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir combien la forêt est un écosystème vivant et riche contenant une biodiversité rare et unique. Nous allons aussi nous apercevoir que plusieurs équipes sont à son chevet tous les jours et pour la protéger et pour la soigner. Sur ce plateau, nous allons recevoir Nchami Sami qui est responsable mission police au conseil départemental. Nous allons également recevoir Daniel Lesur qui est chef unité forêt biomasse à la DAF. Et enfin, nous recevrons Agnès Tongo, responsable aménagement biodiversité pour l'ONF. Enfin, nous comprendrons combien les pressions anthropiques la menacent. Elles sont nombreuses, mais les autorités sont organisées et remédient chaque jour en entretenant, en préservant et en arrêtant les contrevenants. Enfin, en fin d'émission, nous retrouverons Anne-Constance Onguena. Nous découvrirons les chiffres clés de la filière. Forêt sèche, forêt humide, la forêt mahoraise est plurielle. Vous allez le découvrir dans un instant. Les équipes qui en prennent soin sont complémentaires et elles œuvrent chaque jour. Nos équipes sont parties à leur rencontre. Regardez ce reportage de Pierre Bellucci, Daniel Lunon et Oumadi Saïd. La conservation de la forêt mahoraise constitue un enjeu déterminant en matière de maintien de la biodiversité, de protection des sols et de préservation de la ressource en eau. L'îlot-lagon est composé d'une mosaïque constituée de zones défrichées, de zones agroforestières et de forêts. Ces écosystèmes concentrent une large majorité d'espèces indigènes et endémiques entre forêts sèches et forêts humides. Il y a tout ce qui est l'étage littoral et associé, donc c'est de la végétation de bord de mer. Il y a l'étage de forêt sèche. Ensuite, il y a l'étage qu'on qualifie de forêt mésophile. C'est un peu l'étage de transition entre la forêt sèche et la forêt humide. Ensuite, on a la forêt humide. Et enfin, on a ce qu'on peut qualifier l'étage, on va dire, montagnard, submontagnard, qu'on retrouve à Chungui, mais du coup plutôt sec. Et par exemple au Benara et Nsapéré, plutôt humide. Le Conservatoire botanique national de Mascarin est une association qui travaille sur la connaissance et la conservation de la flore et des habitats. Elle possède un agrément national et son antenne locale répertorie les espèces afin notamment d'assurer leur protection. À ce titre, le mont Chungui est un formidable terrain de jeu pour les botanistes du CBNM. Cette partie originale de la végétation qu'on retrouve sur Chungui, on peut estimer que ça commence à partir d'ici. Donc on voit que ça descend un peu plus bas, mais globalement on peut dire qu'à partir d'ici, on a une végétation tout à fait originale au niveau de l'île, et même on peut considérer à l'échelle mondiale, étant donné du nombre d'endémiques strict du site. Problème en dehors de ces zones refuges d'altitude, la majeure partie du patrimoine forestier est constituée de forêts secondaires ayant subi d'importantes perturbations d'origine humaine. À ce titre, le service des ressources forestières du conseil départemental met en œuvre des actions de reboisement sur certaines parcelles. C'est le cas au niveau du bassin versant de la retenue collinaire de Dzomonier, zone sur laquelle des cultures illégales ne cessent d'être implantées. Le problème qui se pose ici, c'est que les personnes, comme on est là, on ne les a pas aperçues. Ils sont 2 fois non identifiables. Et même si on les trouve ici, on ne peut pas non plus les verbaliser puisqu'on peut pas, ils sont pas identifiés. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va noter, on va relever. Ça va être recensé comme étant un espace détruit. Mais c'est le département, encore une fois, qui va devoir dépenser de l'argent et des moyens colossaux
pour reboiser cet espace ici avec des essences qui vont encore plus s'adapter ici. Afin de lutter contre les mauvaises pratiques, l'Office national des forêts et le service des ressources forestières reçoivent l'appui des forces de l'ordre dans le cadre d'opérations de destruction de cultures illégales. En ce mois de février 2019, c'est du côté de la forêt départementale de Majimbini que les agents mènent une action coup de poing. Il s'agit de ce qu'on appelle une opération de réhabilitation. Donc on détruit les cultures qui sont mises en place illégalement. Donc on est en plein cœur de massif de Majimbini, la forêt départementale de Majimbini, une de belles forêts à Mayotte. Malheureusement, comme vous voyez tout autour, tout a été défriché donc, pour installer des cultures, des maniocs en particulier de 6 mois. C'est-à-dire ces maniocs ont la capacité en 6 mois de donner déjà des fruits récoltés. Donc vous pouvez regarder, le champ est immense. Donc ça c'est fait pour la vente. Afin de mieux protéger le poumon de l'île, en septembre 2017, le gouvernement a annoncé qu'il soutenait le projet de création de la réserve naturelle nationale des forêts publiques de Mayotte. Cette initiative co-construite avec le conseil départemental concernera 2800 hectares dans 6 massifs forestiers. Son officialisation est prévue en 2020. Allez, retour sur le plateau. Merci à Pierre Bellucci et toutes ses équipes pour ces superbes reportages. Oui, sur le plateau, nous avons des invités. Honneur aux dames. On reçoit Agnès Tongo, responsable de la biodiversité ONF. C'est écrit comme le port salut, c'est écrit dessus. Office national des forêts. Agnès, bonjour. Bonjour. On reçoit également Chami Sami, qui est responsable mission police au conseil départemental. Chami, bonjour. Bonjour. On reçoit évidemment Daniel Le Sur qui est avec nous, chef unité forêt biomasse pour la DAF. Daniel, bonjour. Merci, bonjour. Et enfin Anne-Constance Onguena, que l'on connaît bien sur ce plateau pour le cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. On va commencer tout de suite avec Daniel Le Sur. Quelle est la surface de forêt à Mayotte? Est-ce qu'on a des chiffres précis là-dessus? Oui, on a des chiffres. Bon, la première impression, c'est vrai que quand on découvre Mayotte, bien dans le micro. On a l'impression que le territoire est relativement bien boisé. C'est l'impression qu'on a. On a une île qui est très verte. Mais en réalité, sur cette surface, la forêt, je dirais, quand même minime. Ouais. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ouais. Donc on peut estimer à peu près à 10 500 hectares la surface qu'on peut qualifier de boisée au niveau de Mayotte. En réalité, la part de la forêt, telle qu'on peut la qualifier, c'est-à-dire des peuplements qui ont une certaine hauteur, une certaine densité, et aussi un effet sur la protection des sols, sur la ressource en eau, on peut estimer que ça recouvre à peu près 10 à 11% du territoire. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Ouais, c'est pas tant que Donc ça prouve que c'est une ressource limitée et c'est un patrimoine qu'il faut prendre en considération. Agnès, la forêt primaire, on dit forêt primaire, c'est quoi exactement? Alors, une forêt primaire, c'est un peu comme ce qu'a dit Anne-Constance, c'est une forêt dans laquelle on n'observe pas d'effets visibles de l'action humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir de plantation d'espèces introduites, on ne va pas voir de coupe, on ne va pas voir beaucoup d'espèces exotiques, envahissantes, parce qu'en fait, quand il y a une coupe, les espèces exotiques arrivent, en profitent pour s'installer. Pour être franc, à Mayotte, on ne peut pas vraiment dire qu'on a de la forêt primaire. On a une forêt qui est plutôt mieux conservée, une forêt qui est très... Enfin, certains endroits, il y a 2000 hectares de forêt qui sont les mieux conservés. Mais partout, on voit une trace humaine. En fait, les forêts des monts et crêtes, les forêts les mieux conservées, sont des forêts qui n'ont pas été déboisées au moment où il y avait de la grande expansion agricole pour faire la canne à sucre et les plantes à parfum. Et voilà, c'est les zones qui n'ont pas été déboisées à ce moment-là, mais pour autant, il y a eu une action humaine dedans. On a une autre partie de la forêt qui est très bien conservée, c'est les mangroves. Il ne faut pas oublier que les mangroves sont des forêts dans lesquelles il y a un impact humain qui est assez faible. Et on a 750 hectares de mangroves à Mayotte. Et à peu près 750 hectares de forêt bien conservée en forêt humide. Vous savez de quoi vous parlez, forcément. La forêt, vous y êtes tous les jours, vous la connaissez presque par cœur. Honnêtement, elle est dans quel état, notre forêt? Elle est sous pression. Elle est sous pression et même les zones les mieux conservées sont sous pression. On voit maintenant des coupes, beaucoup pour le fourrage.
On voit beaucoup de gens qui viennent couper. On voit très bien d'ailleurs les gens chargés d'avocats marrons qui passent sur les scooters. C'est fréquemment des avocats marrons qui ont été prélevés en forêt. Le problème, c'est qu'aller prélever de l'avocat marron fait que l'avocat marron pousse mieux. Et donc, l'avocat marron prend le pas sur les espèces indigènes et qui n'arrivent plus à se développer et à atteindre la lumière. Quel est son apport à la biodiversité mondiale, la forêt mahoraise ? À Mayotte, de façon générale, on a 750 espèces indigènes. C'est un chiffre qui est ramené au kilomètre carré. Ça nous fait 1,6 espèces au kilomètre carré. C'est énorme. C'est 8 fois plus qu'à La Réunion, par exemple. Ah oui, d'accord. À La Réunion, ils sont à 0,6 espèces par kilomètre carré. Nous, on est à 1,6. La différence avec La Réunion, c'est que donc, les espèces indigènes sont venues par elles-mêmes. Elles n'ont pas été apportées par l'homme. Mais comme on est vraiment dans le canal du Mozambique, on a beaucoup d'influences qui viennent d'Afrique, qui viennent de Madagascar. On a les courants marins, on a les oiseaux. On a peu d'espèces qui ne sont qu'à Mayotte. On a proportionnellement peu d'espèces indigènes. Par contre, on a vraiment beaucoup d'espèces. Daniel, comment est organisée la gestion des forêts ici à Mayotte ? Alors, la gestion des forêts dépend essentiellement, la responsabilité de la politique, ça dépend du ministère de l'Agriculture. La DAF en local, sous l'égide du préfet, met en œuvre les dispositions réglementaires et tout le dispositif de politique forestière. Donc ça se traduit par, au niveau local, des orientations. Ces orientations sont définies au travers d'un document qu'on appelle les orientations forestières de Mayotte, qui s'appellera prochainement le programme régional de la forêt et du bois, et qui permet de mettre en œuvre certaines directives qui sont décidées en local et qui sont décidées et concertées au travers d'une commission qui s'appelle la commission de la forêt et du bois, qui réunit le préfet, le président du conseil général, ainsi que tous les membres gestionnaires que sont l'Office national des forêts et le département. L'Office a à peu près 1300 hectares en gestion au niveau local. Le département, environ 4500 hectares. On a à peu près 5500, 5600 hectares de forêts départementales et domaniales qui doivent répondre à certaines exigences, c'est-à-dire disposer d'un document d'aménagement qui permet d'orienter les actions sur les 10 ans qui viennent. Et c'est un document qui est renouvelé, bien entendu. Alors, le conseil départemental, l'ONF, la DAF, tout le monde arrive à travailler ensemble en bonne intelligence ? Oui, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Oui, parce que premièrement, on est conscient de l'intérêt de protéger ce patrimoine forestier. On est conscient de la nécessité de mettre en œuvre des actions. Donc ça peut être des opérations de réhabilitation, donc des investissements ou d'équipements. Et pour cela, l'État met en œuvre, au travers du FEADER, donc du plan de développement rural, met en œuvre aussi des dispositifs financiers. Alors on l'a vu dans le reportage de Pierre Bellucci, mais on va y revenir avec Mchami. La gestion quotidienne d'une forêt, ça consiste en quoi précisément ? Alors la gestion quotidienne donc, consiste à surveiller la forêt, y compris la semaine et le week-end. Donc on a des équipes qui tournent en permanence quotidiennement. Et puis ça consiste aussi à rechercher donc, les auteurs des infractions qui détruisent nos forêts. Ça consiste aussi à contrôler le foncier, à contrôler le foncier du département, donc de forêt départementale. Et ça consiste aussi à gérer la forêt en suivant les travaux forestiers. Donc, il y a aussi des sanctions. Il y a aussi des sanctions, effectivement. D'accord. Donc, vos agents sont habilités à donner un procès verbal, à verbaliser. À verbaliser exactement les auteurs des infractions qu'on a identifiées. Donc, il y a des procédures à suivre. Donc, ces PV sont envoyés au parquet qui les traite et nous tiennent au courant au fur et à mesure. Ça peut coûter combien un contrevenant ? Alors, on a eu un cas cette année, un contrevenant qui a pris 2400 € et puis saisi de 11 têtes des zébus. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Mchami, vous êtes avec nous, on va en profiter. Comment vous coordonnez vos actions entre le conseil départemental et l'ONF, par exemple ? Alors,
Il y a une convention cadre Oui. qui a été signée entre le département et ONF. Donc, c'est la forêt, donc c'est le SRF, le service des ressources forestières du département qui gère donc la forêt départementale. Donc, avec l'ONF, bien entendu, on mutualise nos moyens logistiques ou personnels, des personnels, sur des opérations de réhabilitation ou d'autres opérations, des patrouilles communes, qu'on appelle ça, mais même avec la DAF aussi. Bien sûr. Voilà. Quels sont, avec des mots simples, quels sont les apports de notre forêt dans notre quotidien? Alors, nos apports, on a plusieurs apports, Oui. aussi bien en termes de ressources en eau. On a des apports, on vient d'en parler, donc la biodiversité, donc l'espèce. On a des apports aussi en termes même de protection de sol, parce que on sait très bien que si on défriche nos forêts, il y a toute la terre qui risque de partir. Ben oui. Donc on a des éboulements, on a des accidents donc, qui peuvent très bien arriver. Daniel, donc on le sait, il a raison. C'est dangereux la déforestation. Mais pourquoi les gens déforestent? Alors, les causes, dans le micro, si vous voulez. Oui. Alors, les causes essentielles des atteintes qu'on constate en forêt, ce sont surtout pour la mise en culture. Donc, c'est des productions agricoles qui ne sont pas nécessairement, je dirais, le fait des villageois. On est quand même sur une île où il y a une pression démographique très importante. Et c'est peut-être les seuls domaines fonciers encore peut-être disponibles qui fait que ces gens se reportent sur les massifs forestiers, puisque ce sont des zones relativement tranquilles. Donc il y a une certaine quiétude, et donc c'est très facile d'aller mettre en culture ces zones-là. Agnès, c'est quoi les conséquences de la déforestation? Alors les conséquences de la déforestation sont multiples. En tout premier lieu, je dirais la baisse des débits des rivières en saison sèche, puisque la forêt va permettre de stocker de l'eau et qui va être libérée au fur et à mesure de la saison sèche quand les pluies se tarissent. En deuxième lieu, je dirais une mise en danger des villages qui sont en dessous, parce que s'il n'y a plus de forêt, on a, comme l'a dit Michami, on a plus de risques qu'il y ait un déglissement de terrain. Ouais. Et typiquement dans le nord, un peu vers les forêts du nord où il y a des villages juste en dessous, c'est extrêmement dangereux pour les habitants situés en aval. Ouais. On a donc cet effet aussi d'apport de terre massif dans le lagon. Oui. Ça veut dire que les coraux, on envase les coraux, il y a moins de poissons. Donc pour tout ce qui est économique, activité économique du lagon, ça a des conséquences qui sont importantes. On dit souvent, je dirais aussi, parce que je voulais juste rajouter un truc, c'est que si on dérange les animaux sauvages en forêt, ils vont aller chercher la nourriture ailleurs. Donc on a tout avantage à laisser une forêt en bon état pour que les animaux sauvages, des lémuriens, des maquis, les maquis, les roussettes, ne restent pas en forêt pour se nourrir et vont dans les champs. On dit souvent que la forêt retient les sols, mais comment ça, techniquement, comment c'est possible? En fait, il y a deux phénomènes. Vous voyez bien, quand il pleut, ça fait énormément de bruit sur les tôles. Oui. On se rend compte de la puissance des gouttes d'eau qui tombent directement sur une surface. Quand il y a une forêt, les feuilles... les gouttes d'eau s'arrêtent sur les feuilles et donc vont descendre avec beaucoup moins de force. Donc déjà, l'impact de la goutte d'eau, elles amortissent l'eau avant qu'elles arrivent au sol. Donc déjà, l'eau a moins de puissance. Et après ça, l'eau, au lieu de glisser très rapidement et d'emmener la terre, va être ralentie parce qu'il y a des feuilles au sol, il y a des feuilles mortes, des branches, des racines qui affleurent. Et donc, ça va ralentir la vitesse de l'eau. Et ces deux phénomènes font que l'eau va moins vite et moins puissante et arrache moins de terre. Pourquoi, Chami, la forêt aide-t-elle à la pénétration de l'eau dans le sol? Alors, la forêt aide donc la pénétration de la pluie de l'eau dans le sol. Comme a dit ma collègue Agnès, donc grâce aux racines déjà des arbres et grâce aussi donc grâce aux racines des arbres qui permet d'infiltrer de l'eau donc dans le sol. Donc quand on défriche la forêt, effectivement, l'eau glisse
D'accord, c'est en gros ce qu'a dit effectivement ce qu'a dit Agnès. Agnès, on dit souvent que la forêt est le poumon de notre île notamment. À quel niveau, pourquoi, comment, on veut tout savoir. Alors déjà, je sais que cette expression est très utilisée, mais c'est quand même un contresens. Ouais. Parce que quand on réfléchit bien, notre poumon nous sert à prendre l'oxygène de l'air et à relâcher du CO2. Oui. Alors que la forêt fait exactement l'inverse. Du carbone. La forêt va prendre le carbone de l'air, le transformer en matière pour grandir et relâcher de l'oxygène. Voilà, c'est un poumon inversé. Et va relâcher de l'oxygène. Mais on en a besoin quand même. Mais on en a extrêmement besoin. Ça a un rôle très important pour justement enrichir l'air en oxygène, prélever une partie du CO2. Je crois qu'on a calculé qu'il y a plus de la moitié du CO2 qui est émis mondialement chaque année, qui est absorbé par la végétation. C'est-à-dire que si on n'avait pas la végétation, le réchauffement climatique serait 2 fois plus rapide. Les animaux, je voudrais qu'on en parle, Mchami. Il y en a dans nos forêts. Tout à fait. Ouais. Il y en a, et effectivement, et cette forêt donc abrite ces animaux. Et donc, protéger la forêt, c'est aussi protéger les animaux. Exactement. Donc, protéger la forêt, c'est protéger les habitats, comme on dit, des animaux. C'est le lieu où ils se reproduisent, le lieu où ils cherchent à se nourrir, donc à se protéger. Donc, effectivement, protéger les animaux, c'est... Daniel, on retrouve quel type d'espèces ? Quels sont les animaux qu'on retrouve dans la forêt ? Alors, au niveau mammifère... à Mayotte. Hein. Oui, à Mayotte. Au niveau mammifère, on est très restreint au niveau de Mayotte, mais on rencontre quand même une espèce emblématique qui est le maquis. Et le maquis est quand même à l'origine une espèce qui est afféodée au massif forestier. Maintenant, on le rencontre bien entendu sur des domaines un peu plus agricoles et même sur des domaines urbains, mais à l'origine, le maquis a besoin de se réfugier dans les massifs forestiers. J'aimerais vous poser une question. C'est quoi le charbonnage ? Alors souvent on entend parler, il y a même les gendarmes qui s'y mettent, non pas à faire du charbonnage, mais à démanteler un certain nombre de réseaux. Est-ce qu'il s'agit parfois de véritables réseaux ? C'est quoi le charbonnage ? Et en quoi c'est dangereux ? Alors, le charbonnage, c'est une technique qui vise à prendre du bois et à entretenir un cycle de carbonisation, de combustion lente, à l'étouffer, qui permet de produire du charbon de bois, qui est mis après en vente sur des réseaux, enfin, qui était mis en vente auparavant dans des kangas. Hein. Et maintenant, c'est une pratique qui est prohibée, puisque nous avons du charbon de bois d'importation très facilement au même coût. Dans les stations ou ailleurs hein, Dans les stations. Pour des coûts moindres, et ce sont des produits qui sont issus de processus industriels avec des taux de rendement beaucoup plus importants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut à peu près sur un mètre cube de bois, il y a à peine la moitié qui finalement sert véritablement au charbon. En charbon de bois. Elle est avec nous, on en profite, c'est la reine des chiffres. On va lui poser des questions. Combien les forêts stockent-elles de CO2, Anne-Constance ? Alors, 76 kilos de CO2 sont stockés chaque seconde par les forêts à travers le monde, ce qui représente à peu près un tiers des émissions à l'échelle mondiale. Et tout à l'heure, Agnès parlait de la moitié parce qu'elle incluait la végétation au sens large. Et oui, bien sûr. Et comment lutte-t-elle contre les effets, contre les gaz à effet de serre ? Justement, en absorbant ce CO2. C'est le poumon inversé expliqué tout à l'heure. Et donc forcément, quand on réduit la surface de forêt, forcément, on réduit la capacité de la planète à s'autoréguler et à limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. Question piège, attention, Daniel est là avec sa baguette, il va vous taper sur les doigts. Oui. Au niveau, quelle est la superficie précise c'est une colle, hein. La superficie précise de la forêt mahoraise. Alors justement, j'ai pas le même chiffre que lui, ça m'inquiète. Lui a dit 10 000 hectares, moi j'ai trouvé 6 000, alors c'est quand même pas terrible l'écart. Mais ce qui est important de retenir après 6 000, 8 000, je pense que ça veut dire qu'on ne prend pas les mêmes données en compte. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, ça représente à peu près cette forêt 16% du territoire mahorais, et dans les années 90, c'était 29% du territoire. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'elle est en très, très fort recul année après année. Je ne sais pas qui m'écrit les questions, mais en tout cas pour celle-là, j'ai la réponse. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Hein. Au niveau mondial, la forêt gagne-t-elle du terrain ou elle en perd ?
Je crois qu'on l'a tous dit, elle perd du terrain, mais c'est toujours important de le rappeler. Et donc, la personne qui écrit vos fiches a vraiment eu... Et on a détruit combien de forêts en 2017 294 000 hectares, donc on pourrait dire 300 000, 500 000. 294 000 hectares, ça représente la superficie d'un terrain de foot par seconde. On fait disparaître un terrain de foot par seconde, ce qui représente, pour donner une autre analogie, la moitié de la superficie de Madagascar chaque année de forêt qui disparaît. 374 km² Mayotte, je crois, on n'en est pas loin. En une année, on pourrait voir disparaître Mayotte. Enfin, plusieurs surfaces de Mayotte, oui, évidemment. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Anne-Constance. Merci, Agnès. Merci, Mchami, d'être venu sur ce plateau. On vous recevra à nouveau, c'est certain. On a encore plein de choses à voir avec vous. Nous, on va se retrouver, évidemment, ce sera la semaine prochaine sur la même chaîne, à quelque chose près, à la même heure, avec d'autres invités et de nouvelles aventures. Salut.